Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux. Comme beaucoup ici le savent, cette année est pour moi une année presque sabbatique. Je ne donne pas de cours, j'écris beaucoup, mais le public du collège me manque. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la première série de conférences que j'organise cette année. Alors je précise d'ailleurs qu'il y en aura bientôt une seconde série de conférences. Les mardis 17 et 24 mars à 15h, je recevrai le professeur Kenichi Abe de l'Université de Tokyo pour des conférences consacrées à la littérature japonaise et notamment à Kenzaburo Oe. Je n'en dis pas davantage, le programme est disponible en ligne. Mais ce soir, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir l'écrivain et critique américain Daniel Mendelsohn, qu'il est presque inutile de présenter tant sa place est éminente dans le paysage littéraire américain et international. Daniel Mendelsohn est de ces figures qui incarnent au plus haut niveau la grande tradition humaniste européenne. Et j'entends l'Europe au sens large, spatialement et temporellement, depuis le Dniepr, en Ukraine, jusqu'aux États-Unis, où cette tradition s'est parfois trouver refuge. Et aussi depuis l'Antiquité jusqu'aux tragédies immenses de l'histoire récente. C'est cette Europe-là que l'œuvre de Daniel Mendelsohn fait vivre, dans son histoire personnelle et familiale, comme dans son travail d'écrivain. Daniel Mendelsohn est d'abord, il faut le rappeler, un helléniste, comme on dit, distingué. Professeur en humanité et littérature classique au Bard College, dans l'État de New York, titulaire de la chaire Charles Ranlett Flint. Son premier grand travail, sa thèse de doctorat, portait sur le théâtre d'Euripide, dont il demeure l'un des meilleurs spécialistes. Un premier roman paraît en 1999, L'étreinte fugitive. Puis viennent Les disparus, The Lost, en 2006. Extraordinaire récit hybride entre enquête historique et mémoire personnelle. Mendelsohn y retrace le destin de 6 membres de sa famille disparus pendant la Shoah, au terme d'une enquête qui le mène jusqu'en Ukraine et qu'accompagne, en contrepoint, la lecture d'épisodes clés de la Bible. Le succès du livre est mondial. En 2017, paraît Une Odyssée, un père, un fils, une épopée, où s'entrelacent une réflexion magistrale sur le poème homérique et le récit d'un voyage intellectuel et émotionnel accompli avec son père lors d'une croisière. Je crois que tous les fils se reconnaîtront dans ce récit à la fois cocasse et émouvant. Tous les fils s'y reconnaîtront, et j'ose le dire aussi, tous les pères aussi, peut-être. Et puis en 2020, 3 anneaux, un conte d'exil, tresse avec une virtuosité remarquable les destins d'Erich Auerbach, de Fénelon et de Sebald à travers le temps et l'espace. Mais parallèlement, Daniel Mendelsohn poursuit une œuvre d'essayiste et de critique très influente dans de nombreuses revues et journaux américains, The New Yorker, The New York Review of Books ou encore The New York Times. Et il est aussi un traducteur, aussi, je dirais peut-être même principalement aussi parmi tous ses talents, un traducteur d'exception de Constantin Cavafy, dont il a donné l'intégrale des poèmes en anglais, et tout récemment de l'Odyssée, dans une traduction qui a fait événement. Membre de l'American Academy of Arts and Letters, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, il a reçu de nombreux prix, parmi lesquels le National Book Critics Circle Award en 2006, le prix Médicis étranger en 2007 et le prestigieux prix Malaparte en 2022. Et puis, je voudrais enfin mentionner le livre d'entretien paru récemment en français, récemment, parce que c'était le mois dernier, au Seuil, issu de conversations avec 2 jeunes chercheurs antiquisants, Adrien Zira et Déborah Bouki. Déborah, que plusieurs connaissent ici, parce qu'elle a travaillé au Collège de France avec moi à la chaire littérature comparée. Et dans ces très beaux entretiens, Daniel Mendelsohn revient sur la singularité d'une œuvre où traditions grecques et juives se rencontrent et s'entrelacent.
Cette capacité à tresser les fils de l'érudition classique avec une réflexion profonde sur la mémoire et l'identité collective comme l'identité personnelle, cet art du passage et de la transmission qui est le sien, tout cela destinait Daniel Mendelssohn à venir ici, en ce haut lieu de l'humanisme qu'est le Collège de France, sur cette chaire de littérature comparée où j'essaie, tant bien que mal, de maintenir le culte de l'existence et des arts lettrés. À l'invitation de l'Assemblée des professeurs du Collège de France, sur ma proposition, le professeur et écrivain Daniel Mendelssohn donnera donc 4 conférences sous le titre général « Athènes et Jérusalem, littérature, histoire, écriture ». Les 2 prochaines conférences auront lieu les lundis 9 et 16 mars à 18h. La dernière se tiendra, attention, non pas un lundi, mais le mercredi 25 mars, toujours à 18h. Mais j'ai déjà trop parlé. Vous brûlez d'entendre Daniel Mendelssohn, et j'ai donc le plaisir, le grand plaisir, l'immense plaisir de lui céder la parole pour sa première conférence intitulée « Mémoire, histoire, les disparus, écrire la Shoah pour la prochaine génération ». À toi, Daniel. Merci William pour cette généreuse introduction. La dernière fois que j'étais accablé de telles louanges, c'était le jour de mon bar mitzvah, il y a plus de 50 ans. Il y a une vingtaine d'années environ, en plein cœur de mes recherches pour le livre qui allait devenir Les Disparus, le récit de ma quête pour en apprendre plus sur la vie et la mort de 6 membres de ma famille, des Juifs ordinaires qui ont péri lors de l'occupation allemande de Bolachov, petite ville polonaise située dans les Précarpates, pendant la Seconde Guerre mondiale, un livre qui m'a finalement conduit dans une douzaine de pays sur 4 continents à la recherche des rares personnes encore en vie qui avaient connu ses proches, dans l'espoir de recueillir les bribes d'informations qui pouvaient subsister. Il y a environ un quart de siècle, au beau milieu de cette immense quête, j'ai eu ce qui ressemblait à une chance inespérée. À l'époque, j'en avais désespérément besoin. Pour être honnête, j'étais à peine qualifié pour l'immense tâche que j'avais entreprise. J'étais spécialiste de la littérature grecque et critique littéraire, pas journaliste d'investigation. Et pire encore, je savais alors très peu de choses sur l'immense sujet que j'avais commencé à aborder. Je tiens à souligner d'emblée, ce soir, que je n'ai pas écrit ce livre en tant que spécialiste de la Shoah, ni même en tant qu'amateur passionné d'histoire de la vie juive dans l'Est de l'Europe, mais en tant que simple particulier écrivant sur des questions familiales et personnelles. Enfin, je m'intéressais à mon arbre généalogique, un intérêt lié à la relation étroite que j'entretenais avec mon grand-père maternel, un immigrant européen qui aimait, sur le tard, évoquer d'une manière haute en couleur sa ville natale, et à un moment donné, il est devenu évident que cet arbre généalogique était tronqué, que certaines branches ne s'étaient pas simplement desséchées, comme c'est normalement le cas, mais avaient été brutalement tranchées. C'est ainsi que, au début de 2001, j'ai décidé de tenter de découvrir ce qu'étaient devenus ces membres disparus, une impulsion qui m'a finalement conduit, au cours des 5 années suivantes, à faire le tour du monde,
à la recherche des quelques survivants de Bolokhof qui avaient connu mes proches disparus. Mon oncle Shmuel, ma tante Esther et leurs 4 magnifiques filles, toutes adolescentes, Lorca, Friedka, Ruchela et Bronia. Je suis parti de New York jusqu'en Ukraine, où, en raison des aléas de l'histoire, de la politique et du pouvoir, se trouve désormais Bolokhof. J'ai voyagé en Pologne, en Lituanie et en Lettonie, en Australie. Je suis allé au Danemark et en Suède et en Israël à 2 reprises, et enfin, une dernière fois, à Bolokhof, à la recherche de toute personne ayant pu avoir eu un contact avec mes 6 proches, ou qui auraient au moins pu avoir de nouvelles d'eux. Je parlais à ces personnes âgées comme jadis je parlais à mon grand-père, écoutant leurs récits sur ce qui s'était passé entre juillet 1941, date de l'arrivée des Allemands, quand plus de 6000 Juifs existaient à Bolokhof, et à août 1944, date de la libération de la petite ville par les Soviétiques, quand sont sortis des granges, des bunkers, des greniers, des caves et des bois où ils étaient cachés ou avaient été cachés, les 48 survivants. Mais bien sûr, lorsque j'ai entrepris mes recherches, 60 ans s'étaient écoulés et les traces étaient rares et éparses. Vous pouvez donc imaginer mon enthousiasme il y a une vingtaine d'années, lorsque, à mi-chemin de mes recherches, alors que je tentais désespérément d'obtenir des informations sur le sort de mon oncle Shmuel et de sa famille, j'ai eu un coup de chance. Quelqu'un m'a informé de l'existence d'une base de données consultable en ligne sur le site web de Yad Vashem, le plus grand mémorial de la Shoah. Après ces années de voyages coûteux et de nombreuses recherches infructueuses dans les archives, j'étais ravi à l'idée de pouvoir, depuis mon bureau, trouver une grande partie des informations dont j'avais besoin. Je me suis donc connecté et me suis rendu sur la base de données centrale des noms de victimes de la Shoah de Yad Vashem. J'ai commencé ma recherche en saisissant mes différents critères. Le pays, la Pologne. La ville, Bolokhof. Le nom de famille que je connaissais si bien depuis l'enfance, Jäger. J-A-G-E-R, avec ses 2 petits points curieux sur le A. Et en effet, 6 fiches sont apparues tout de suite sur mon écran, celles de 2 parents et de leurs 4 enfants. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai commencé à lire la fiche de Lorca, la fille aînée de mon oncle Shmuel. Il se trouvait que j'avais entendu des versions contradictoires de la part de certains survivants de Bolokhof quant à la date exacte de son départ pour rejoindre une cellule de partisans locale. 1942, 1943. J'ai donc lu la page concernant Lorca et j'ai appris ce qui suit. Je cite le texte de la fiche. Lorca Jäger est né à Bolokhof, en Pologne, en 1918, de Shmuel et Esther. Célibataire, elle vivait à Bolokhof avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, elle s'y trouvait également. Lorca est décédée en 1941 à Bolokhof. Ces informations proviennent d'une fiche de témoignage soumise le 22 mai 1957 par sa cousine, une survivante de la Shoah. Si quelqu'un d'autre que moi, c'est-à-dire
un véritable historien et non un simple parent éloigné, animé d'une envie soudaine de raconter une histoire, avait été à ce moment-là en train d'écrire un livre sur l'Holocauste en Pologne orientale, un livre, disons, sur le destin d'une autre famille juive de Bolachov, une famille dans l'histoire de laquelle mes propres proches n'auraient été que des personnages secondaires. Cette personne aurait sans doute été ravie de découvrir ces précieuses preuves documentaires et aurait certainement consciencieusement retranscrit ces informations dans ses notes, qui seraient ensuite devenues une partie intégrante de son livre, un élément du récit des événements. Et puis, qui sait, il se pourrait même qu'au moment où nous parlons ce soir, quelqu'un se serve de ce livre comme référence pour son propre ouvrage sur le Shoah, un livre abordant un sujet plus vaste ou sous un angle différent que le mien. L'histoire des Juifs de Galicie, par exemple, ou la vie familiale avant la guerre, ou autre. Et ce livre reproduirait fidèlement les faits concernant Lorca et sa famille que ce chercheur chanceux aurait découvert dans la base de données centrale des noms des victimes de la Shoah de Yad Vashem. Et ainsi, cela se serait passé de livre en livre pendant des années. Et nous serions contents, on imagine, qu'au moins ces quelques faits concernant une jeune femme, Lorca Jäger, aient été connus, préservés dans la mémoire de sa parenté anonyme, cette survivante de la Shoah qui, un jour de mai, il y a 68 ans, a pris le temps et la peine de retranscrire, à partir de ses souvenirs déjà flous d'une cousine disparue depuis longtemps, ce dont elle se souvenait, afin qu'au moins cela aussi ne soit pas effacé de l'histoire, du récit de ce qui s'était passé. Le problème, c'est que c'est moi qui écrivais le livre, moi, le parent obsessionnel qui avait des motivations plus urgentes pour savoir les choses. Et je peux vous dire que presque aucun élément de cette fiche dans la base de données de Yad Vashem n'est exact. J'ignorais beaucoup encore à ce moment-là, mais j'en savais tout de même assez pour me méfier. Étant apparenté à Lorca Jäger, je possédais son acte de naissance et je sais donc que Lorca est né non pas en 1918, mais le 21 mai 1920. De plus, je sais, car j'étais suffisamment obsédé pour rechercher les 12 derniers êtres humains sur Terre qu'il ait réellement connus, qu'elle n'est pas morte en 1941, mais qu'elle était encore en vie, selon plusieurs témoins oculaires, au moins jusqu'à l'hiver 1942. Enfin, en tout cas, je sais qu'elle n'est pas morte à Bolachov, mais qu'elle a été tuée dans les pays couverts de la forêt de Dolina, à une dizaine de kilomètres de Bolachov, alors qu'elle combattait au sein d'un groupe de partisans. Et j'ajouterai que la quasi-totalité des informations fournies à ce moment-là au vaste public internaute par la base de données centrale de Yad Vashem concernant les parents de Lorca, Shmuel Jäger, Y-E-G-E-R, et Esther Jäger, J-E-G-E-R, ainsi que les trois filles que la base de données leur attribue. Il y en avait en réalité 4. Lorca Jäger, Frida Jäger et Rachel Jäger, est manifestement erronée, de l'orthographe de leur nom à ceux de leurs parents, en passant par les dates exactes de leur naissance et de leur mort, ou, pour être précis, de leurs assassinats. Tout cela est faux, tout simplement faux.
mais à moins que moi d'avoir un intérêt direct pour les quelques faits encore connus à leur sujet, autrement dit, à moins d'avoir un lien personnel avec l'orgue et son histoire, vous n'auriez jamais su que les informations concernant ces 6 personnes que vous étiez si heureux de trouver à Yad Vashem étaient presque entièrement erronées. Mais vous auriez alors inclus vos conclusions erronées dans votre propre ouvrage qui aurait été intégré ensuite à l'histoire. Et personne d'autre ne s'en serait non plus aperçu. Pourquoi est-ce important? Pourquoi s'intéresser au fait qu'une fille s'appelle Rachel et non Rachel, ou que quelqu'un soit né en 1921 et non 3 ans plus tôt? Je voudrais souligner que cela compte, ou plutôt cela compte pour moi, et peut-être pour vous aussi, précisément parce que nous nous trouvons à un tournant décisif, un moment où nous sommes encore suffisamment proches de la réalité, des faits, des événements, de la vérité, pour nous soucier de l'exactitude des détails et nous indigner des erreurs. C'est précisément grâce à cette proximité que nous sommes aujourd'hui en mesure de distinguer la vérité des inexactitudes qui, avec le temps, auraient pu être prises pour la vérité. L'histoire de l'Holocauste serait sensiblement différente si, dans 200 ans, on croyait qu'une jeune fille nommée Rachel Yeager avait péri à Bolechov. Rachel et non Rachel Yeager. Serait-elle différente, cette histoire, si dans 200 ans, voire même 2000, on apprenait qu'une jeune femme ayant combattu et péri avec les partisans avait 21 ans au lieu de 18? À première vue, il me semble juste de dire que la réponse est non. Et pourtant, comme nous le savons, l'histoire d'un événement est composée d'événements plus petits, des détails plus précis. Ainsi, cette entrée dans la base de données de Yad Vashem, exacte dans ses grandes lignes, bien sûr, mais inexacte dans les détails, soulève des questions plus vastes concernant le rapport entre la mémoire vécue et l'histoire écrite. Autrement dit, comment ce qui s'est passé devient le récit de ce qui s'est passé, et comment l'écart entre ces deux réalités affecte notre capacité à façonner une réponse à une question que beaucoup de monde se pose aujourd'hui pour des raisons qui ne nécessitent aucune explication en ce moment. Est-ce qu'il est possible de tirer des leçons de l'histoire? Mais tout d'abord, j'aimerais explorer avec vous ce soir, non pas le fait que ces inexactitudes, dont beaucoup sont peut-être sans conséquence, existent, mais la manière dont elles se produisent. Au cours de mes recherches et de l'écriture de mes disparus, je me suis heurté à maintes reprises à 2 types d'erreurs auxquelles l'archive de l'histoire est sujette. L'une est liée à la mémoire, c'est-à-dire à la subjectivité des témoignages oculaires, et l'autre à ce que j'appellerais l'histoire, autrement dit, à la subjectivité de l'historien lui-même. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter 2 histoires, l'une de mon enfance et l'autre tirée de l'écriture de mon livre « Les disparus ».
Je commencerai par une vieille histoire concernant le manque de fiabilité du témoin. Ce témoin était mon grand-père, un menteur notoire, ou du moins un conteur hors pair, ce qui revient peut-être au même. Dans les années 60 et 70, durant mon enfance, j'avais donc un grand-père extraordinaire, élégant, drôle, un homme à l'allure impeccable, dont les chaussettes à losanges étaient toujours assorties à son pantalon, un homme si dépensier qu'il portait non pas un, mais 2 portefeuilles, l'un dans la poche de son pantalon, qui contenait l'argent et les cartes de crédit, et l'autre, un objet mystérieusement allongé dont nous n'avons jamais vu le contenu, soigneusement glissé dans la poche poitrine de sa veste. Un homme arrivé dans son pays d'adoption à l'âge de 18 ans, en 1920, et qui avait réussi. Un homme qui parlait 7 langues, qui avait eu 4 épouses et une seule fille, ma mère. « Oh, Abby, disaient les gens, les histoires qu'il raconte, les blagues. » Et en effet, ces blagues étaient bonnes. Un jour de Thanksgiving, où la table était bondée, il a même réussi à faire pipi dans son pantalon à ma pauvre grand-tante Ida, sa belle-sœur, avant qu'elle n'ait pu s'éloigner. Moi, je préférais les histoires, les récits de la vie dans son shtetl, les petites challas individuelles que Yoika, la bonne de la famille, préparait chaque vendredi pour lui et ses 6 frères et sœurs. L'histoire de sa sœur décédée 1 semaine avant son mariage, celle des jeunes prisonniers de guerre russes auprès desquels il avait appris le russe pendant la Première Guerre mondiale, alors que lui, adolescent de 14 ans à l'époque, les surveillait, enfin, jouait aux cartes avec eux. Mais la seule histoire que mon grand-père ne racontait jamais était celle de son frère aîné, l'oncle Schmiel, dont la mort, nous le savions, avait été la tragédie la plus terrible de sa vie. L'oncle Schmiel, resté en Pologne après l'émigration de tous ses frères et sœurs en Amérique ou en Palestine, et qui, avec le temps, c'est la seule chose que grand-père ait jamais dit à son sujet, avait été tué par les nazis. Dès mon enfance, j'avais été frappé par l'étrange déséquilibre de notre récit familial, une profusion d'anecdotes colorées sur des broutilles et l'absence totale de récits sur cette terrible tragédie qui, nous le savions même enfants, s'inscrivait dans une tragédie mondiale plus vaste. Mais sur ce sujet précis, mon grand-père gardait le silence. Et de ce mystérieux Schmiel, dont nous ne savions pratiquement rien, si ce n'est que lui et sa famille avaient été tués par les nazis. Le seul détail que nous ayons jamais entendu dans les années précédant la mort de mon grand-père en 1980, entendu par hasard, devrais-je préciser, lors d'une conversation nocturne avec ma mère que j'écoutais sans vergogne, était que Schmiel et sa famille s'étaient cachés dans une sorte de château. Le mot en anglais était « castle », sans doute le manoir du propriétaire terrien polonais du coin, et que leur cachette avait été trahie et qu'ils avaient tous été tués. Bien des années plus tard, j'allais parcourir l'Ukraine à la recherche de ce château. Un castle,
Et j'ai entendu mon grand-père dire ce soir-là, le soir de ce fameux détail solitaire. J'entends encore son accent. Je le connaissais bien, mon grand-père, et comme nous étions très proches, je savais aussi très bien interpréter ce qu'il disait. Pendant toutes ces années où il a raconté tant d'histoires, sauf celle-ci, nous ne nous sommes jamais vraiment demandé pourquoi il gardait le silence. D'un côté, l'horreur de ce qui s'était passé lui était, évidemment, insupportable. De l'autre, il n'y avait jamais eu d'histoire véritable à raconter. Comme je l'ai dit, le seul détail qui avait échappé à l'anéantissement de Bolokhoï était cette étrange petite anecdote sur The Castle, et qui savait quoi en penser. Alors, il gardait le silence et nous ne nous sommes jamais posé de questions. Puis, mon grand-père est mort, ou plutôt, pour être tout à fait honnête, il s'est suicidé après une vie entière de ce qu'on appelait à l'époque alors des nervosités, des dépressions nerveuses, d'une angoisse mentale dont personne n'avait jamais pu percer le mystère. Il est mort un vendredi 13 juin 1980 et ma mère et moi avons pris l'avion pour Miami afin de régler sa succession. C'est au cours de ces douloureux préparatifs que nous avons enfin découvert le contenu de cet autre portefeuille, le plus long, celui qui ne contenait ni billets de banque ni carte de crédit. Ce jour d'été, alors que je rangeais ces papiers, ce portefeuille a glissé du bureau sur mes genoux. Et à l'intérieur, j'ai trouvé une liasse de lettres jaunies, toutes datées de 1939, écrites d'une main allemande penchée. Des lettres de l'oncle Schmiel à mon grand-père, implorant son aide pour quitter l'Europe, alors que le monde s'écroulait autour de lui. Des lettres dont les réponses ont disparu il y a 86 ans et dont le contenu restera à jamais inconnu, si ce n'est ceci. Quoi que mon grand-père lui ait répondu, quoi qu'il ait pu faire ou ne pas faire en réponse aux supplications de son frère, la culpabilité l'aura tellement rongé qu'il l'aura porté toute sa vie, porté littéralement dans ce portefeuille qu'il gardait précieusement contre son cœur, jusqu'à la fin de ses jours, une vie qu'il aura finalement choisi de terminer. Voilà pourquoi il n'avait jamais rien dit. Et peut-être aussi pourquoi il s'est jeté dans la piscine ce soir-là. Et il se sentait coupable. Voilà à quel point nous étions ignorants toutes ces années. Voilà à quel point ce grand narrateur était peu fiable. Le jour où je me suis assis par terre dans son appartement vide en 1980, en regardant ce fameux portefeuille dont le mystère avait enfin été révélé, j'ai compris que les acteurs d'événements cruciaux, même s'ils constituent des sources importantes, ont toujours des motivations cachées, peuvent toujours dissimuler des choses, protéger leur réputation ou étouffer leurs propres fautes. Ainsi, dès le début de mes recherches sur l'histoire de l'Holocauste, j'ai été confronté à des problèmes d'histoire et de mémoire, des problèmes posés par ce que l'on pourrait appeler des témoins peu fiables. Après tout, chaque témoin a des motivations, conscientes ou non.
Mais lorsque, adulte, j'ai repris mes recherches sur l'oncle Schmiel, je me suis heurté à un autre type de problème de mémoire, celui du narrateur, même du chercheur, peu fiable. Ce type de problème, je l'ai enfin compris concrètement lors de mon dernier voyage autour du monde à la recherche de réponses sur l'oncle Schmiel et de son destin. En juillet 2005, après 5 années de voyage, d'entretien, de recherche, d'interviews et d'études, je suis retourné une dernière fois à Bolachov pour, du moins le croyais-je, prendre quelques dernières photos. Le croyais-je, car c'est au cours de ce voyage que, tout à fait inopinément, presque par hasard, je suis tombé sur la maison même où mon grand-oncle et l'une de ses filles, la seconde, Fritka, s'étaient cachés. Tombé sur la cachette sous le plancher, d'où ils avaient été extirpés et puis abattus, dénoncés par quelqu'un dont le nom restera pour toujours inconnu, disparu. Ce n'était pas un château, un castle, je peux vous l'assurer. Mais ce n'est qu'une fois sur place, dans cet horrible trou souterrain, semblable à une caisse, où mon grand-oncle et sa fille ont passé un temps que personne ne connaîtra jamais, que j'ai soudain compris, en tâtonnant anxieusement dans le noir, le sens de ce mot. Ce que mon grand-père avait dit des années auparavant n'était pas castle, kessel, comme il le prononçait, son accent intact malgré 50 ans passés dans son pays d'adoption, mais kestel, le mot yiddish pour caisse. Et c'est bien là qu'ils avaient été reclus. Un trou d'1,50 m de côté. Être dans ce trou, je le savais bien, c'était comme être dans une caisse. J'avais donc manqué une vérité essentielle concernant le destin de Schmiel, une vérité qui m'avait été transmise près de 40 ans avant le début de mes recherches, mais que je n'avais pu ni comprendre ni exploiter, car mes oreilles étaient celles du petit-fils d'Américain d'un locuteur natif du Yiddish, et mon esprit celui d'un enfant séduit par la sonorité romantique du mot « castle », château. Un enfant qui, 40 ans plus tard, devenu alors journaliste, interrogeait des dizaines d'habitants pour découvrir où se trouvait le fameux castle, château local, qui avait commis cette terrible erreur, car les historiens aussi sont faillibles, sont eux-mêmes aussi sujets à leurs propres préjugés, à leurs fantasmes et aux mêmes vœux pieux que n'importe qui d'autre. Victimes, voisins, survivants, témoins, écrivains. Ainsi, dans les années 1960 comme dans les années 2000, on trouve encore des histoires de témoins et de narrateurs peu fiables. Lorsque j'ai commencé à écrire ce que j'avais toujours cru être une histoire assez simple, ces inquiétudes récurrentes quant à la fiabilité des témoignages m'ont amené à m'interroger davantage. Quel est le rapport entre le témoin imparfait et l'historien imparfait, entre la vie vécue et l'histoire? Ici, je souhaite évoquer 2 choses qu'une survivante de Bolachov m'a confiées lors d'un entretien à Sydney, en Australie, il y a
25 ans maintenant. Deux choses qui, parmi toutes les paroles marquantes que j'ai entendues durant mes 5 années de recherche et d'écriture, sont celles qui m'ont le plus profondément marqué. Cette femme en particulier était très réticente à me raconter son histoire. Ce qui m'est arrivé est arrivé à des milliers d'autres filles, a-t-elle fini par dire, me fixant d'un regard glacial derrière les lunettes noires qu'elle ne quittait jamais. Et lorsqu'elle a finalement cédé, j'ai commencé par lui demander pourquoi était-elle tellement résistante. « Je ne veux pas vous raconter mon histoire, a-t-elle répondu, parce que si je vous le raconte, elle deviendra la vôtre. » Cette observation est, bien sûr, juste. Et c'est, je crois, la première chose à retenir au sujet de l'histoire, même d'une petite histoire personnelle, comme celle que j'ai écrite. Le récit du passé que l'on découvre en lisant un ouvrage d'histoire est, en fin de compte, celui que l'historien choisit de raconter, celui qui, selon lui, nous instruira ou nous divertira, après s'être approprié ce récit auprès des personnes qui l'ont réellement vécu. Des personnes qui, comme nous le savons, ne nous disent peut-être pas tout. La deuxième chose que la femme de Sydney a dite ce jour-là était la suivante. « Vous pensez, soupira-t-elle, que vous méritez de savoir tout cela, parce que cela fait partie de l'histoire. » Elle soupira encore une fois et resta silencieuse un moment. Puis elle reprit. « Mais pour moi, ce n'était pas de l'histoire, c'était ma vie. Et tant que je vis, elle appartient à moi. » Je voudrais conclure sur cette question de la propriété narrative, de la différence entre l'histoire telle qu'elle se vit pour les individus, avec leurs souvenirs spécifiques, et l'histoire telle qu'elle se transmet. Comme nous le savons, dès qu'une personne comme moi couche sur le papier une histoire semblable à la sienne, nous entamons le long processus de réappropriation narrative et historiographique, la réappropriation du personnel par l'historique, des faits par le récit. Ce processus met inévitablement en péril les faits, quels qu'ils soient, chaque récit successif occultant le point de vue d'un participant, érodant tel ou tel détail, jusqu'à ce que l'histoire entière soit vaguement mais irrémédiablement altérée, à l'image du mot-clé du jeu de téléphone arabe, qui finit par devenir méconnaissable à force de répétition et de manipulation. Un exemple utile de ce phénomène nous vient d'un des nombreux autres chapitres sombres de l'histoire du peuple juif, d'une autre période d'horreur insoutenable qui, à l'époque, fut la pire chose que nous soit jamais arrivée, la captivité en Égypte. Je suis certain que, dans les années qui suivirent l'exode de la terre des Pharaons, chacun des Hébreux libérés témoigna de ses expériences, raconta l'histoire incroyable de ce qui lui était arrivé, partageant ses souvenirs, écrivant ses mémoires, dont je me plais à imaginer les titres. Moïse, mon chameau et notre échappée miraculeuse à travers la mer Rouge. Mais
comme nous le savons, les milliers de récits individuels qui composaient cette histoire ont fini par tomber dans l'oubli. Une érosion qui aurait offensé ceux qui avaient réellement vécu cet événement extraordinaire. Mais cela nous importe peu. L'histoire que nous racontons aujourd'hui, nous la racontons une fois par an au Pessah. Et cela ne prend guère plus d'1 heure, si vous avez de chance. Les individus, les petits détails se sont effacés. Il ne reste qu'un récit instructif, la Haggadah. Et assurément, nous avons le sentiment de tirer des leçons de ce rituel annuel. Nous apprenons, ou peut-être réapprenons-nous, ce que signifiait être réduit en esclavage et, par extension, pourquoi personne ne devrait jamais plus l'être. Les détails se sont estompés, mais la leçon demeure. Ce processus a, en réalité, déjà commencé dans le cas de la Shoah. Comme nous le savons, il existe aujourd'hui un Yom HaShoah annuel, une journée de commémoration et contemplation. Comme nous le savons également, l'anniversaire de la libération d'Auschwitz est devenu chaque année l'occasion d'une commémoration solennelle. Pourtant, ces commémorations, aussi louables soient-elles, ont nécessairement déjà commencé à estomper les détails, les histoires individuelles et, il faut bien le dire, parfois même les faits, au profit du récit utile, du récit global. Après tout, le fait que la libération d'Auschwitz soit devenue l'événement commémoratif emblématique, tout comme le fait qu'Auschwitz lui-même soit devenu le symbole par excellence de la guerre menée par les nazis contre les Juifs, soulève déjà des questions quant à la manière dont nous tirons des leçons du passé. En effet, 2 millions des 6 millions de Juifs assassinés par les Allemands et leurs complices locaux n'ont pas péri dans les camps comme Auschwitz, mais ont été exterminés par des escadrons de la mort mobile. En fait, 5 des 6 personnes dont j'ai parlé dans mon livre ont été abattues dans ces circonstances. Quant à Auschwitz, tous les camps n'étaient pas semblables. Certaines, comme Bausetz ou ma grand-tante Esther, la femme de Schmiel, une mère de famille qui avait alors 44 ans à finir, fonctionnait exclusivement comme des camps d'extermination et non comme des camps de travail. Il n'y avait ni baraquement, ni corvée forcée, car dès la descente du train, on allait directement aux chambres à gaz. Si Auschwitz a autant marqué notre mémoire de l'Holocauste, mémoire déjà imparfaite, comme on le sait, c'est notamment parce qu'il était théoriquement possible d'y survivre. Il en est donc resté des souvenirs et par conséquent des récits d'une partie de l'expérience de l'Holocauste qui, avec le temps, en sont venus à symboliser l'ensemble. Mais à mesure que le temps a passé et les histoires individuelles se sont estompées, nous avons eu besoin d'un symbole de l'Holocauste. Et Auschwitz est devenu ce symbole
un symbole censé, paradoxalement, nous aider à apprendre du passé. Et si, enfin, je peux commencer à entrevoir une réponse possible à la grande question, est-ce que nous pouvons tirer des leçons de l'histoire? J'ai parlé jusqu'ici de la tension entre la mémoire vécue et la manière dont ces souvenirs se transforment en récit. Un récit éducatif, espérons-le, même si, comme j'espère l'avoir démontré, ces souvenirs et ces récits sont déjà inévitablement imparfaits. Alors, que se passe-t-il lorsque le lien vivant avec un événement historique disparaît définitivement, lorsque des personnes comme moi, pour qui Lorca-Jäger représentait bien plus qu'une statistique, ont toutes disparu et qu'il ne reste plus que les récits, les symboles. Je voudrais conclure ce soir par une suggestion qui pourrait susciter la réflexion et que nous pourrons approfondir plus tard dans la soirée, peut-être. Nous ne tirons les leçons d'un événement passé que tant que le souvenir de ce passé, aussi imparfait soit-il, reste vivant, encore personnel pour quelqu'un. Mais lorsque le lien se rompt, lorsque l'événement se simplifie, se narrativise, se symbolise, s'abstrait, il devient d'autant plus difficile de l'intérioriser, d'en tirer des enseignements. La paix européenne instaurée après les guerres napoléoniennes a duré, à des rares exceptions près, 85 ans, soit la durée de vie d'un être humain. L'ordre mondial, établi après la Seconde Guerre mondiale, conçu pour empêcher la montée du fascisme mondial, c'est lui aussi avéré avoir la même longévité que la mémoire d'un seul être humain. Si vous en doutez, jetez un œil aux journaux. Des démagogues d'extrême droite accèdent au pouvoir dans les démocraties occidentales, des partis suprémacistes blancs gagnent en influence électorale à travers l'Europe et l'Amérique, des milliardaires nantis se soumettent à des autocrates en herbe, notre propre gouvernement aux États-Unis fédéral est démantelé sous nos yeux exactement comme Hitler a démantelé la République de Weimar. La liste est longue. Mais, en bon garçon juif, je laisse le mot de la fin à ma mère, Marlene Jäger Mendelssohn, la dernière nièce de l'oncle Schmiel. Maman est née en 1931 et sa longue vie s'est achevée en mai dernier. Le 3 avril 2025, jour de son dernier anniversaire, je lui rendais visite dans la maison où je suis né et où elle a vécu pendant 65 ans. À ce moment-là, elle était très faible physiquement et sa mémoire commençait à flancher de temps en temps, mais pas au point de ne plus pouvoir prononcer l'un de ces bons mots si célèbres. Nous étions assis ensemble en silence. Parler lui était devenu très difficile et nous regardions les informations télévisées du soir, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, 3 mois après l'arrivée au pouvoir de Trump, était plutôt déprimant. Rassemblant ses forces, elle s'est soudain penchée vers moi et m'a dit
Je suis né dans les années 1930 et il me semble que je vais mourir dans les années 1930. Peut-on tirer des leçons du passé? Voilà ma réponse. Merci.